Bonjour, merci d'être ici pour essayer de comprendre ensemble un aspect de la réalité virtuelle que peut-être vous n'avez pas vraiment découvert dans toutes les expérimentations proposées dans la salle qui est proche de celle-ci. Et on va voir que, en fait, la réalité virtuelle, ce qui est important, c'est pas seulement de voir à quoi elle sert, c'est de comprendre pourquoi nous l'avons fabriquée, comment elle va nous transformer. Alors, vous connaissez bien la différence, réalité augmentée, réalité virtuelle. D'un côté, la superposition, de l'autre côté, la substitution. Et encore une fois, dans les salles qui sont proches d'ici, vous avez de multiples utilisations qui sont proposées. Je pense que beaucoup d'intervenants ici vont explorer l'un ou l'autre de ces aspects. L'industrie, on pourrait ajouter le commerce, la formation professionnelle, la santé, notamment les phobies, les troubles post-traumatiques. Éducation et culture, médiation sociale, divertissement, le domaine touché par la réalité virtuelle est immense, mais les questions que j'aimerais examiner avec vous, elles sont un peu différentes. C'est pourquoi l'être humain a-t-il eu cette folle idée un jour d'inventer la réalité virtuelle? En quoi la réalité virtuelle continue les technologies précédentes? En quoi elle est en rupture? Et qu'est-ce qui va changer dans nos rapports au monde et aux autres? Alors pourquoi l'être humain a-t-il inventé la réalité virtuelle? C'est une vieille histoire. L'être humain a créer des images matérielles. Pourquoi? Parce que son cerveau est la première machine à fabriquer des images à laquelle l'être humain ait affaire. Et cette machine à fabriquer des images à laquelle l'être humain a affaire, nous la connaissons tous. Ce sont nos images de nos rêveries la journée, mais aussi bien sûr les images de nos rêves. Et nous savons que dans nos rêveries et dans nos rêves, eh bien, nous sommes comme dans des territoires réels. Nous nous y promenons. Alors dans nos rêveries éveillées, nous décidons d'y entrer. Dans nos rêves, ça se fait malgré nous. Mais dans les deux cas, nous nous y promenons. Dans les rêveries diurnes, nous pouvons les transformer selon nos souhaits. Vous savez sans doute qu'il y a des personnes qui arrivent même à guider leurs rêves nocturnes. Et puis surtout, ces images de la veille, ces images de la nuit, nous essayons de leur donner un sens partagé. Et les clés des songes ont toujours eu énormément de succès, justement parce que l'être humain, isolé dans ces images du dedans, a envie de les communiquer et de leur donner un sens partagé. Et puis, ces images du dedans, n'oublions pas que si la journée, nous les percevons surtout comme des visuels, eh bien la nuit, ces images sont plutôt multisensorielles, c'est-à-dire que la nuit, nous pouvons ressentir la douceur d'un objet que nous touchons, nous pouvons sentir une température, et nous savons aussi même que les images de la journée, eh bien, quand nous pensons à une banquise, nous pouvons plutôt avoir plus froid que si nous imaginons une plage ensoleillée. Et donc l'homme va créer des images matérielles qui ne sont évidemment pas l'équivalent de ces images du dedans, mais avec lesquelles il va essayer d'avoir la même relation. C'est-à-dire essayer de fabriquer des images matérielles et puis centrer, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'immersion, les transformer, leur donner un sens partagé, mais en même temps, c'est le grand challenge de l'être humain depuis qu'il crée des images, pouvoir en sortir à volonté, être alternativement dedans et devant. Alors, c'est toute l'histoire de la création des images qu'il faudrait faire défiler, depuis les peintures rupestres jusqu'à la réalité virtuelle. Et on va retrouver toujours ces mêmes trois composantes, immersion, transformation, sens partagé. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Ces tableaux de la Renaissance qui présentent des pavages sur le sol, et le pavage du sol prolonge le pavage de la pièce, comme si, en continuant à marcher vers le tableau, on allait entrer dans le tableau. Il y a évidemment la perspective qui est faite pour nous tromper, on ne sait pas très bien si c'est la réalité ou pas, le trompe-l'œil, les vastes panoramas du 19e siècle qui ont pour intérêt de s'accompagner souvent d'odeurs, de bruits, donc multisensorialité, et puis la photographie en relief. Alors un des premiers critiques de la photographie en relief, qui était Ernst Lacan, qui n'a rien à voir avec le Lacan psychanalyste, faisait une comparaison entre la critique picturale de Diderot et la critique photographique. Et Ernst Lacan disait, Diderot a eu raison de dire qu'avec la peinture, nous sommes devant les images, tout près, comme si nous pouvions y entrer. Mais Ernst Lacan disait, avec la photographie en relief, nous sommes dans les images. Et ça, c'était au milieu du 19e siècle. Depuis, on a fait mieux, les écrans géants sphériques, et puis les jeux vidéo qui ont un pouvoir de captation, comme vous savez, qui est au centre de beaucoup de débats aujourd'hui, notamment par rapport à un risque d'addiction. Mais les jeux vidéo ont introduit autre chose, c'est la possibilité de transformer les images. C'est la grande révolution des technologies numériques.
Jouer à un jeu vidéo, c'est sans cesse choisir son chemin, ses actions et son point de vue. Les jeux God Game, où on regarde les choses comme si on était en haut, sur un nuage, au point de vue de Dieu, ou bien au contraire, derrière son personnage, ou même à l'intérieur de son personnage. Donc, pouvoir de transformation qui ont explosé avec les jeux vidéo. Et puis, quête d'un sens partagé. Et là, vous voyez sur ces deux images, on comprend bien que quand Thomas Edison a mis au point le kinétoscope, ça n'a pas eu vraiment de succès parce que, comme vous voyez sur cette image, chacun était seul avec ce qu'il regardait. Et vous savez que ce qui a donné un succès considérable à l'invention de Thomas Edison, ça a été la façon dont les frères Lumière ont réussi à faire des projections publiques. Et c'est l'invention du cinéma maintenant est inséparable des frères Lumière, alors qu'il y avait déjà dans le kinétoscope de Thomas Edison tout ce qu'il fallait, si ce n'est que chacun regardait ses images, alors qu'au cinéma, on frissonne ensemble, on rit ensemble, voilà, et donc on est en contact pour la création d'un sens partagé. Les jeux vidéo en réseau, évidemment, on sait aujourd'hui que beaucoup de gens préfèrent bien jouer en réseau à cause, encore une fois, de la possibilité de partager. Donc voilà, et vous voyez, immersion, transformation, quête du sens, finalement, la réalité virtuelle, vous retrouvez la même chose, possibilité d'entrer dans des mondes, possibilité de transformer, et puis possibilité de partager avec d'autres, possibilité de rentrer en contact dans ces mondes virtuels avec d'autres acteurs qui rentrent également dans ces mondes virtuels par les mêmes outils numériques que nous. Ils peuvent être à l'autre bout du monde, mais on les retrouve et on peut partager nos expériences. Alors pourtant, la réalité virtuelle est en rupture avec tout ce qui précède. Elle est en continuité, elle est en rupture. Pourquoi? D'abord parce que pour la première fois, l'être humain va avoir la possibilité de toucher, sentir, manipuler des objets comme s'ils étaient réels. C'est-à-dire qu'on retrouve la caractéristique de l'image nocturne, qui est polysensorielle, et on retrouve aussi la caractéristique des premières images auxquelles sont confrontés les êtres humains, puisqu'on sait que chez le bébé, l'image n'est pas seulement visuelle, elle est d'emblée polysensorielle. Un bébé n'a pas des représentations visuelles séparées de la perception de son corps, de son toucher, de son audition. L'image chez le bébé est d'emblée un complexe polysensoriel. Et avec la réalité virtuelle, la grande rupture, c'est que l'être humain a la possibilité de créer des mondes dans lesquels l'ensemble des objets vont devenir polysensoriels, comme s'ils étaient réels. Donc à la fois une continuité et une rupture. Et évidemment, les principales questions, c'est de savoir comment on va gérer ça. Alors, plusieurs aspects. D'abord, la réalité virtuelle modifie les outils qui permettent d'agir sur le réel. Et ces outils vont se complexifier beaucoup. Vous avez beaucoup d'intervenants, je pense, qui vont évoquer différents domaines dans l'aéronautique, dans la construction de voitures. Mais ce qui est important, c'est que du coup, la relation de l'homme à son environnement va non seulement utiliser les outils traditionnels, mais une batterie de nouveaux outils conçus grâce aux technologies de la réalité virtuelle. Alors la réalité virtuelle va modifier la représentation du réel. Ça, c'est également très important. Alors, je vous ai mis une petite image de la Galerie des Glaces, mais vous avez peut-être entendu parler plus souvent du phygital, passage du offline vers le online, une boutique dans laquelle on trouve ce qu'il y a dans la boutique, mais on s'ouvre à un espace virtuel dans lequel on peut découvrir beaucoup d'autres choses, voire les commander via Internet. Donc une porte d'entrée matérielle pour entrer dans un monde entièrement organisé autour de la réalité virtuelle. Mais on peut aussi très bien imaginer de visiter un espace réel avec un casque de réalité virtuelle qui permet peut-être d'en voir certains détails à un certain moment. Et donc aller venir entre le monde réel et le monde virtuel, c'est pas remplacer l'un par l'autre, c'est aller venir de l'un à l'autre, et de telle façon que les deux mondes puissent à certains moments être superposés. Avec la réalité virtuelle, tout devient mesurable, partageable, exploitable, tout est numérisé, et donc les transmissions, les communications sont évidemment tout à fait différentes et exploitables par chacun. Alors la réalité virtuelle modifie la relation de chacun à lui-même aussi. Ici, je vous ai mis des images du jeu vidéo World of Warcraft. Il faut bien se rendre compte qu'avec la réalité virtuelle, ce n'est pas seulement
la capacité de s'identifier visuellement à une créature qui va être en jeu. C'est beaucoup plus que ça, c'est la possibilité d'adopter ses postures, ses comportements. Et de ce point de vue-là aussi, il y a une continuité, une rupture, puisque vous savez sans doute que le premier à avoir pointé cela, c'est Erving Goffman. Erving Goffman, dans les années 1950, au moment de la télévision, a déclaré avec la télévision, les enfants vont prendre non seulement leur modèle dans la vie familiale, mais ils vont prendre leur modèle auprès des héros des séries télévisées. Bon, ensuite, avec les jeux vidéo, on a vu en effet que la prégnance des modèles dans les jeux, dans les films, puis dans les jeux était très importante. Avec la réalité virtuelle, ça va être aussi la composante du mouvement, du geste, et probablement ce goût du théâtre que manifestent beaucoup de jeunes aujourd'hui, notamment entraîné par les youtubeurs, va se retrouver redoublé par le développement de la réalité virtuelle, puisqu'on va pouvoir bouger, agir, interagir. Voilà, le corps va constamment accompagner la narration. La réalité virtuelle modifie aussi les relations aux autres et au collectif, et évidemment à travers les réseaux sociaux, on en parlera dans quelques minutes, mais aussi à travers la possibilité de nous mettre dans la peau de quelqu'un. Ça paraît extrêmement intéressant. Vous avez dû entendre parler de ce film de Inaritu, Carnet à Rennes, et donc l'idée que je vais pouvoir vivre au plus proche ce que vit quelqu'un qui m'est a priori complètement étranger, et donc la possibilité de me retrouver dans la peau de quelqu'un. Si vous voulez, à terme même, on peut imaginer se retrouver dans l'esprit de quelqu'un, vivre non seulement ce qu'il vit dans la réalité concrète, mais aussi toutes les conséquences psychologiques sur lui. Donc savoir ce que vit en psychologie, on pourrait dire, arriver à comprendre ce que vit quelqu'un qui est très psychorigide, ou arriver à comprendre comment fonctionne dans sa tête quelqu'un qui est très, très souple et très plastique. Voilà, on peut imaginer beaucoup de prolongements, mais voyez cette idée qu'on va pouvoir véritablement réaliser quelque chose qui aujourd'hui est très intuitif, qu'on appelle l'empathie, capacité de se mettre émotionnellement et raisonnablement à la place d'autrui. On pourrait effectivement, avec la réalité virtuelle, envisager des façons beaucoup plus subtiles de se mettre à la place d'autrui. Alors en même temps, la réalité virtuelle accroît bien sûr le risque de fuite du monde en situation de fragilité chronique ou aiguë. Et évidemment, vous savez que c'est en débat aujourd'hui, la place des réseaux sociaux comme monde facilitant la fuite de ceux qui ont de la difficulté à se confronter à leur réalité quotidienne. Et les jeux vidéo, les réseaux sociaux, vous avez ici Second Life, un jeu, et les nouvelles applications de Facebook. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors, il faut quand même d'abord avoir à l'esprit que chaque fois que l'être humain a inventé une technologie d'image, ça l'a beaucoup inquiété. L'invention des images s'est toujours accompagnée de l'angoisse qu'elles nous trompent. Même dans l'Antiquité, il y avait cette inquiétude que les images puissent nous tromper. C'était à la fois la fascination des images qui ont le pouvoir de nous tromper et notre inquiétude qu'elles nous trompent. Alors on a vu ça avec le cinéma, évidemment, on a vu ça avec les jeux vidéo, et il est probable qu'il va y avoir beaucoup de panique morale autour du développement de la réalité virtuelle. Mais en même temps, l'être humain a toujours inventé des stratégies pour y entrer et en sortir à volonté. Et finalement, ce qu'on pourrait redouter de pire de la réalité virtuelle, c'est que des gens y soient plongés sans savoir que c'est la réalité virtuelle. Donc insistons sur la possibilité de savoir quand on y entre et de la possibilité d'en sortir à volonté. Un élément qui est plutôt qui plaide plutôt dans le sens d'être rassuré, on s'aperçoit que les jeunes qui jouent aux jeux vidéo se désolidarisent plus facilement de l'expérience de leur avatar que les seniors, mais en même temps, c'est évident qu'il va falloir travailler à un apprentissage précoce de l'autorégulation. Certains savent peut-être que j'ai lancé les balises 3, 6, 9, 12, qu'elle est sur 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, justement pour inviter les parents, entre autres, à développer la capacité d'autorégulation chez leurs enfants, sachant que quand les parents auront le dos tourné, il faudra bien que les enfants arrivent à gérer tout seuls ces nouveaux mondes numériques, et puis les enfants, quand ils seront grands, des adultes qui arrivent à gérer ces mondes numériques. Et alors finalement, à mon avis, le problème principal, ça va être de savoir autour de quelle valeur cette technologie va se développer, soit une technologie qui va nous permettre de devenir toujours plus puissant, plus compétitif, plus conquérant, ou alors une technologie
encore une fois, pour nous permettre de mieux nous connaître nous-mêmes, mieux connaître les autres, mieux nous engager dans les tâches collaboratives. Donc on voit que c'est vraiment un challenge de société. Voilà, et autrement dit, avec la réalité augmentée, la question n'est pas de savoir ce que nous pouvons en faire, mais ce que nous voulons en faire. Alors je vous ai mis, voyez, un petit rendez-vous le 14 février à la demande de l'Académie des technologies, puisque nous organisons à la Cité des sciences un autre regard sur la réalité virtuelle, qui est un regard plus technique, 14 février à 18 h. Merci de votre attention. Donc, nous avons 5 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, je vous vois enfin parce que je ne vous voyais pas. Hein. Je ne voyais que les spots. C'est pour ça que j'avais tendance à regarder l'écran, parce que c'était moins éblouissant. Mais là, je suis content de vous voir. Bonjour. J'avais une question. Alors, attendez, où êtes-vous? Très bien, merci. Qui concerne l'empathie, puisque c'est vrai qu'on voit dans les médias et on entend beaucoup ici ce lien entre empathie et réalité virtuelle. Et donc, j'aurais voulu savoir s'il y a des études qui ont été faites avec un protocole de suivi pour vérifier auprès du public cet effet empathique. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, si on part du principe qu'il y a effectivement une empathie, est-ce qu'on peut penser l'inverse, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser la réalité virtuelle pour des fins tout autres et opposées, non pas pour résoudre des conflits, mais pour, par exemple, engendrer des conflits? Oui, alors on peut tout faire avec la réalité virtuelle. Hein. Plus les technologies se sophistiquent, hein, c'est le cas avec le numérique, et plus c'est des technologies multi-usages. Hein. Avec un marteau, on ne peut pas faire grand-chose. Un four au micro-ondes, une voiture, ça se complique. Et la réalité virtuelle, on peut tout faire. Alors par rapport à l'empathie, on sait que, que chacun, selon sa personnalité, a tendance à adopter des points de vue différents dans un jeu vidéo. Il y a ceux qui jouent uniquement en première personne, en voyant leurs mains, et puis il y a ceux qui se mettent en position divine, hein, voilà, et qui observent tout d'en haut, voilà, donc, et qui voient aussi leurs interlocuteurs en même temps qu'ils se voient eux-mêmes. Donc, on voit actuellement, le travail consiste plutôt à essayer de voir comment, en fonction de leur relation au monde, les gens se situent différemment dans les mondes virtuels. Mais effectivement, on peut très bien imaginer que les mondes virtuels soient utilisés pour faire évoluer le point de vue des gens. Moi, je n'ai pas vu le film de Inaritu, mais je pense que ça doit... Il me semble avoir compris qu'il est pensé dans ce sens-là, hein, permettre à des gens de faire évoluer leur point de vue. Alors l'empathie, il faut comprendre aussi que c'est quelque chose de compliqué. Hein, pour aller vite, il y a beaucoup de composantes, mais il y en a 3 majeures dans la relation autrui. Il y a la composante émotionnelle, c'est être capable de comprendre l'état émotionnel d'autrui. Donc, ce n'est pas parce qu'on met les gens en immersion dans les expériences de quelqu'un d'autre que forcément il va partager l'état émotionnel de cette personne déjà. Alors, il y a le deuxième élément, c'est l'élément de compréhension, hein, de comprendre que l'autre peut avoir des raisons de faire les choses différentes des miennes. Voilà, donc ça déjà, peut-être c'est un élément qui est plus perceptible dans des travaux comme celui du Inaritu. Et puis il y a la troisième composante qui est la capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui. Voilà. Mais là aussi, beaucoup de travaux sont maintenant nécessaires, hein, pour essayer de voir comment cet outil peut être utilisé. Alors, soit pour augmenter les capacités d'empathie chez des gens qui sembleraient en être un peu démunis, soit aussi à l'inverse, pour encourager les gens à prendre le plus de distance possible par rapport au monde intérieur des autres. Encore une fois, tout est vraiment possible. C'est un outil dont on commence juste à explorer les possibilités. Et d'ailleurs, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire a créé un groupe de travail justement sur la réalité virtuelle parce qu'elle est bien consciente du fait que beaucoup de problèmes de santé mentale et publique vont se poser. Une question aussi. Oui. Merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Moi, j'aurais voulu savoir si vous aviez des références à donner sur tout ce qui est notion de présence en réalité virtuelle. Qu'est-ce que vous conseillerez vraiment de très complet sur ce sujet, à lire, à regarder Il n'y a pas grand-chose encore. Hein.
Il n'y a pas grand-chose. Alors, moi, j'ai écrit il y a déjà pas mal d'années un livre qui s'appelait Psychanalyse de l'image, des premiers traits au virtuel. C'était donc là où vous trouverez des choses que j'ai dit aujourd'hui. C'est un livre de 95, mais il est réédité tel quel. Et c'était l'idée que dès que l'homme crée des images, il les crée avec la possibilité, avec cette triple nécessité de s'y immerger, de les transformer et de les partager avec d'autres. Voilà. Mais c'est bien évident que les capacités d'immersion de la réalité virtuelle sont sans commune mesure avec les capacités d'immersion des autres modalités d'image, mais en même temps, les capacités de transformation mobilisées par la réalité virtuelle sont encore très limitées. Moi, j'ai fait un jeu vidéo en réalité virtuelle. C'est très balisé. Il y a peut-être des flèches qui vous indiquent où aller. Voilà, on vous guide vers un levier. Le levier, il n'y a pas 36 possibilités. On le lève ou on le baisse. Voilà, ça fait apparaître des choses. Donc, les capacités de transformation sont très limitées. Mais probablement, on aura assez vite des mondes ouverts en réalité virtuelle. Et là, la grande question, c'est de savoir dans quelle mesure certains d'entre nous ne vont pas trouver que ce sont finalement des mondes plus gratifiants que les mondes réels. Alors en même temps, il ne faut pas être trop pessimiste parce que beaucoup de joueurs de jeux vidéo trouvent à un moment que ça devient ennuyeux et répétitif. Donc ceux qui passent des jours et des nuits sont quand même plutôt la minorité. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci.